la transition écologique, c'est souvent présenté comme quelque chose de punitif. On imagine une perte de confort, on imagine une perte d'avantages, et donc ça donne pas envie, quoi, du tout. Si on veut embarquer les gens, il faut présenter les choses de manière positive, et donc cette fresque, elle présente vraiment les choses de manière positive, mais surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que la transition, si on peut encore parler de transition, c'est un changement de mode de vie complet, quoi. Dans cet épisode avec Fabienne, on parle de la place des récits dans nos sociétés, de l'importance de l'imaginaire et des nouveaux récits pour faire émerger un changement profond. En nourrissant nos imaginaires, les récits construisent et façonnent nos modes de vie, notre culture, notre manière de penser et d'interagir entre les êtres vivants. Après 17 ans dans le marketing et la vente, Fabienne traverse une crise de sens au travail. Elle ne veut plus contribuer aux problèmes qu'elle souhaite adresser. Aujourd'hui, elle a des convictions fortes qui lui permettent de garder le cap au quotidien. Et elle nous partage son optimisme pour cette transition à venir. Vous écoutez Chemin Vert. Bonne écoute! Bonjour Fabienne, Bonjour Ariane. merci de prendre ce temps ce matin pour échanger avec moi. Alors aujourd'hui, j'ai vu que tu étais facilitatrice sur les enjeux de la transition écologique et de la condition animale. Ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment tu as décidé d'entamer une reconversion professionnelle, surtout après 17 ans dans le marketing et la vente? Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus et quel a été peut-être ton déclic? Ouais, bien sûr. Je pense que j'ai pas eu un déclic, j'ai eu une série d'événements dans ma vie qui m'ont amené à me poser des questions sur le sens de mon travail. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont un peu cette crise de sens au travail aujourd'hui dans nos sociétés. Donc moi, ça s'est passé avec un changement de poste en fait et un changement d'entreprise. Voilà, où j'ai passé de nombreuses années dans la même entreprise et puis au bout d'un moment, j'ai eu envie de bouger. Je suis partie dans une autre entreprise dont les valeurs me correspondaient pas du tout, du tout. Et donc ça a été un peu un choc culturel et psychologique et donc du coup, ça m'a poussé à me poser des questions sur pourquoi je faisais ce travail. Qu'est-ce qu'il y avait comme sens derrière? Est-ce que le travail, ça pouvait pas être autre chose que juste gagner de l'argent et puis avoir des collègues sympas et puis avoir le confort, voilà, du salariat. Et puis, j'ai commencé à me poser des questions, en fait, sur à quoi pouvait servir l'économie, à quoi pouvait servir mon travail. J'ai une amie à moi qui est devenue coach à ce moment-là, donc qui m'a aidé un peu, tu vois, à me poser des questions sur mes valeurs. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le travail que je faisais, il avait aucun rapport avec les valeurs qui étaient importantes pour moi. Et donc, ça a été une prise de conscience et je me suis dit, bon, faut que je parte faire autre chose, quoi. Et à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, j'arrivais plus à aller à travailler normalement, en fait. C'était plus possible. Oui, tu avais un blocage, en fait, tu pensais que tu pouvais avoir mieux ailleurs et du coup, ça avait plus d'intérêt, en fait, peut-être aussi. Ah, c'était même pire que ça. C'est-à-dire que je me disais, en fait, le travail que je fais contribue à des problèmes que j'aimerais adresser, véhicule des valeurs qui sont contraires aux miennes. Et donc, en fait, psychologiquement, tu vois, c'était pas possible de rester à travailler dans ce cadre-là. C'était pas possible. Ok. J'ai fait un bilan de compétences, comme on fait souvent dans ces cas-là. Ce qui est ressorti, c'est l'économie sociale et solidaire, le fait d'avoir un travail qui contribue à des problèmes sociaux, environnementaux, enfin, d'avoir un travail qui apporte quelque chose à la société. Voilà. Étant aussi en reconversion professionnelle, il y a des questions que je me pose, notamment par rapport aux freins qu'on peut avoir pendant une reconversion. Donc, que ce soit par exemple les compétences, on n'a pas forcément les compétences vers là où on veut aller. On peut avoir des freins financiers. On a besoin de subvenir quand même à ses besoins. Et puis, même en termes de temps, est-ce que ça prend du temps? Est-ce que tu as eu ces freins-là? Est-ce que tu en as eu d'autres? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, écoute, moi, j'étais dans une situation un peu particulière parce que j'ai négocié une rupture conventionnelle avec l'entreprise dans laquelle j'étais. Je pouvais pas y rester. Donc, c'est-à-dire que je pense que c'est pas pareil si tu es dans un poste où tu peux quand même y rester, tu vois, t'es pas au bord du burn-out, tu es en questionnement, mais bon, ça peut encore durer. Ou alors, non, vraiment, tu es arrivé au bout du bout et là, il faut absolument que tu partes. Donc, c'est différent, tu vois, c'est deux situations différentes. Moi, il fallait que je parte. Donc, de toute façon, je suis partie. Du coup, je me suis pas trop posé les questions d'anticipation. Je me souviens même avoir fait un entretien avec la PEC, me disant, mais vous allez quand même pas quitter votre travail. Vous êtes payé pour faire des choses. On valorise ce que vous savez faire. Et là, vous allez partir et vous allez aller faire quoi?
En fait, ils comprenaient pas, quoi. Et je dis, oui, mais moi, je peux pas rester sur ce poste. C'est pas possible. Il faut absolument que j'aille faire autre chose. Donc, effectivement, on te prévient quand même que tu fais un peu un saut dans l'inconnu. Donc, je pense qu'il faut être bien entouré. Moi, j'ai mon mari qui m'a soutenue, donc voilà, ça m'a quand même aidé. Après, au niveau des compétences, du coup, je t'avoue que je me suis pas trop posé la question à ce moment-là, mais par contre, je pense que c'est important d'être très adaptable et agile. C'est-à-dire que de se dire, bon, bah, sur quoi est-ce que je vais pouvoir rebondir, qu'est-ce que je pourrais faire? Et moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai croisé le chemin en fait d'un tiers-lieu qui est près de chez moi où j'ai pu commencer des missions qui n'avaient rien à voir avec une mission précédente, qui accueillaient les bras ouverts en fait des personnes en reconversion comme moi et qui avaient envie de se tester sur d'autres choses. Donc voilà, donc ça a été un peu le coup de chance peut-être que j'ai eu de faire cette rencontre-là. Et le côté financier, ben écoute, ça c'est quelque chose sur lequel j'ai réfléchi après. Et dans le tiers-lieu où j'étais, on a accompagné des personnes en reconversion. Et ce qu'on avait tendance à leur dire, c'est de calculer leurs revenus induits par les besoins. Tu Ouais. vois, plutôt que de dire, souvent on dit, bah, je vaux tant sur le marché du travail, donc je me valorise à tel salaire et donc je n'accepterai pas un poste à moins de temps. En fait, il vaut mieux se dire, bon, ok, de combien j'ai besoin là? Et moi, c'est comme ça que je fais aujourd'hui, hein. De combien on a besoin par mois? Et c'est par rapport à ça que j'essaye enfin, de calibrer mon activité et pas du tout de me dire, faut que je gagne un maximum ou alors je vaux autant. Enfin, tu vois, je suis plus du tout dans ce schéma-là. Et donc ça, il faut réussir à en décrocher parce que c'est pas simple parce que le marché du travail, il est fait pour te mettre dans une case. Tu fais tel poste dans tel type d'entreprise, tu vaux tant et donc c'est ça qu'il faut demander comme salaire, quoi. C'est vrai que c'est un peu fou parce qu'effectivement, j'en avais déjà un peu entendu parler. Et je me souviens que j'avais fait effectivement plus ou moins le calcul et j'étais arrivée à quelque chose qui n'avait rien à voir avec mon salaire précédent. Et Et je oui, me dis, ben, et en oui. fait, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de autant, on peut enfin, ça Ben va non. faire du bien moins. Et alors, donc, du coup, aujourd'hui, facilitatrice, est-ce que tu peux me raconter un petit peu c'est quoi, comment ça se passe? Est-ce que c'est à titre professionnel, bénévole, entreprise? Voilà, un peu comment tu structures ton quotidien professionnel. En fait, moi, j'ai découvert tout d'abord la fresque du climat. C'est le premier atelier qui a été créé sous ce type, ce schéma de fresque. Et ça s'est passé enfin, au tout début du confinement. Et donc, je me suis d'abord formée pour animer bénévolement des fresques du climat dans le tiers-lieu où je travaillais, mais aussi dans d'autres lieux. Et puis, petit à petit, en fait, on s'est dit dans le tiers-lieu qu'on pouvait développer une activité pro là-dessus. Et donc, je me suis dit, bon, bah, peut-être que je pourrais animer auprès d'entreprises, quoi, pour que ça rapporte de l'argent au tiers-lieu où j'étais. Et puis, bah, je me suis rendu compte que ça se passait bien finalement. Et donc, j'y ai pris goût. Et c'est vrai que c'est un format qui permet vraiment de faire prendre conscience d'un enjeu de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus la pédagogie active en fait, hein. La facilitation, c'est faire en sorte que accompagner des personnes sur la prise de conscience d'un enjeu dans l'échange, dans le collectif, dans la co-création. Et donc, on dit que quand on découvre un sujet de cette manière-là, on retient 30% de ce qu'on entend. Donc, c'est que 30%. Mais si c'était tu vois, une conférence descendante, c'est 3%. Donc, c'est quand même 10 fois plus. Voilà. Donc, c'est quand même plutôt efficace. Et puis, bon, ça permet aussi aux personnes de repartir Enfin, l'idée, c'est qu'elles repartent en se disant, bon, bah, je peux faire des choses à mon niveau, je peux contribuer à trouver des solutions, tu vois, donc, et ça, tu le fais pas si tu es sur quelque chose qui est descendant, en fait. Donc, à un moment donné, il faut être actif. Voilà. Donc, je me suis formée sur d'autres fraises. Du coup, je me suis dit, ah, mais le numérique, c'est un sujet important aussi. Ah, mais il y a tel sujet, ah, il y a telle fresque. Donc, petit à petit, je me suis formée sur plusieurs fresques. Et j'ai commencé en fait à proposer ça en dehors, en parallèle de mon travail de salarié. Donc, j'étais toujours salariée dans le tiers-lieu. Et à côté, j'ai créé mon auto-entreprise. Et donc, j'ai commencé à proposer des fresques, voilà, au début un petit peu seulement. Et puis, quand j'ai quitté le tiers-lieu au bout de 4 ans, là, je me suis mise à temps plein à proposer des ateliers. Et donc, à faire de la facilitation sur plein de thématiques différentes en travaillant en collaboration, si tu veux, avec les associations qui ont développé ces outils. C'est-à-dire que moi, j'ai pas développé d'outils moi-même. Vraiment, je me suis formée sur ces différents outils et je les utilise auprès des collectivités, auprès des étudiants. Ça se fait beaucoup en grande école. Ça fonctionne très bien auprès des étudiants. Toutes les personnes qui, à un moment donné, vont se retrouver en position de prendre des décisions, d'avoir une sorte de position d'influence et pour lesquelles on pense que c'est super important qu'elles connaissent bien les enjeux.
Donc j'ai cette activité-là, si tu veux, c'est à peu près la moitié de mon temps. Et l'autre moitié, j'ai pris une mission de chef de projet auprès d'une association pour faire de l'opérationnel, de l'animation de communauté. Parce que malgré tout, c'est quand même tu vois, une activité très fluctuante. Et je me disais, ce serait bien que j'ai quand même une activité récurrente, enfin, tu vois, un revenu récurrent. Et donc, bah, du coup, je fais les deux et c'est super parce que c'est deux missions très différentes, enfin, avec des associations engagées, quoi, tu vois. Donc, je reste dans cette mission que je cherchais à faire quand j'ai quitté mon job classique. C'est quoi la différence entre facilitatrice et animatrice? La facilitation, c'est pas forcément animer une fresque. Faciliter, c'est mettre en place des outils pour permettre à un collectif de trouver des solutions, tu vois, de créer des choses ensemble, éventuellement de résoudre des conflits. C'est la facilitation, c'est quelque chose qui s'apprend. Et il existe d'ailleurs des formations dédiées à la facilitation. Il y a pas mal d'organismes qui proposent ça. Et donc, c'est d'utiliser des techniques. Et donc, tu peux très bien faire de la facilitation qui ne soit pas d'animer une fresque. Ça peut être de faire travailler un groupe sur une thématique, une journée où voilà, une entreprise se dit, bah, tiens, on va faire une journée pour travailler sur tel sujet dans notre entreprise. Et donc, on va rassembler tous nos salariés et on voudrait répondre à tel et tel enjeu dans l'entreprise. Et là, bah, tu crées les conditions d'organisation, en fait, des échanges et de la création de contenu et de la médiation. Et donc, tout ça, c'est de la facilitation, en fait. Quand tu es devenue auto-entrepreneur, est-ce que tu parlais des écoles? Est-ce que c'est toi qui fais du démarchage auprès des écoles en leur proposant, enfin, en leur expliquant que, voilà, qu'il y a cette phrase qui existe et que toi tu serais intéressé? Ou est-ce que c'est plutôt eux qui viennent vers toi? J'ai pas la fibre commerciale du tout, hein. J'avais pas du tout. Pourtant, j'ai fait de la vente. J'étais responsable grand compte. Bon, ce qui est pas bien d'ailleurs, parce que quand on est à son compte, il vaut mieux faire de la prospection. Mais je t'avoue que j'en fais pratiquement pas en fait, parce que j'aime pas ça. Et donc, quand j'interviens, ce sont des déploiements en fait qui sont gérés par les associations. Par exemple, quand on fait des ateliers d'automne dans des écoles, ça se fait beaucoup. Bah, c'est l'association d'automne qui dit, ah, on a un déploiement auprès de telle école. On cherche 15, 20 animateurs, animatrices pour aller faire des ateliers. Et là, du coup, j'interviens à ce moment-là, tu vois. Ok, Ouais. ok, trop bien. Et alors, donc, nous, on s'est rencontrés dans le cadre de la fresque des nouveaux récits Oui. que tu as animée ou facilité, et facilité du coup. Déjà, est-ce que tu peux raconter un petit peu qu'est-ce que la fresque des nouveaux récits? C'est quoi le but? Pourquoi elle a été créée? Enfin, voilà, un petit peu tout autour de cette fresque. Donc, en fait, la fraise des nouveaux récits, elle a été créée par Alexis Klein et Benoît Roland de Ravel, en fait, qui sont les deux co-créateurs. Et elle a pour objectif de comprendre pourquoi est-ce que, alors que la majorité des gens, il y en a encore qui savent pas, mais enfin quand même, la majorité des gens savent qu'on est face à des problèmes environnementaux très graves, qu'on a des problèmes sociaux aussi à gérer qui sont de plus en plus importants. Et malgré qu'on sache depuis longtemps que ça va pas, eh ben, on se met pas massivement en mouvement sur ces sujets-là. Et on voit bien, hein, la transition, elle se fait pas. Donc, c'est comprendre pourquoi, quels sont les verrous dans la façon dont nos sociétés fonctionnent, les verrous, mais aussi les verrous cognitifs, en fait, dans la façon dont nous, on fonctionne en tant qu'espèce humaine, qui nous empêchent de nous mettre en mouvement sur ces sujets-là. Et l'objectif, c'est aussi de dire comment est-ce qu'on arme. Alors, dans la fraise et ici, on parle des pionniers et des pionnières, c'est-à-dire qu'on estime quand même que quand on vient faire cet atelier, on a envie de contribuer à la solution. C'est-à-dire que tu viens pas faire une fraise des nouveaux récits par hasard. Voilà. Tu peux potentiellement faire un autre atelier en disant, tiens, le réchauffement climatique, bon, je vais essayer d'aller découvrir la fraise de nouveaux récits. C'est quand même des personnes qui sont déjà un peu alertées et qui ont envie d'agir. Et donc, l'idée de cette fresque, c'est de les armer, ces personnes, pour leur donner envie d'agir et de contribuer à trouver des solutions. Et de leur montrer qu'en fait, tout le monde peut y arriver et que c'est comme ça que ça se passe en fait. Tout commence par un petit groupe d'individus qui décident de mettre en place quelque chose et puis après, petit à petit, ça se propage. Et donc, c'est pour ça que la deuxième partie de la phase des nouveaux récits, en tout cas dans l'atelier grand public, c'est d'écrire un récit de changement d'une norme sociale dont le groupe qui écrit le récit sont les héros-héroïnes, en fait. Donc, c'est eux qui sont à l'origine de l'histoire. Et du coup, à la fin de cette deuxième partie, chaque sous-groupe partage son récit. Voici l'extrait de notre récit, le jour où j'ai participé à la fresque des nouveaux récits, animée par Fabienne. C'est parti. Notre norme sociale, c'est l'accès
à l'information vérifiée, sourcée, voilà, quelque chose de plus de fake news. On va diffuser un podcast, et donc du coup ça va être un des épisodes du podcast, et le nom de l'épisode c'est Vraie nouvelle, bonne nouvelle. Vraie nouvelle, bonne nouvelle. C'est parti. Lucille, Sophie, Claire et moi-même, Oriane, nous avons participé à une fresque des nouveaux récits en 2025. Il y a bien longtemps, me direz-vous. Oui, mais ça a été le point de départ d'une grande aventure. Nous avions à l'époque imaginé une société qui s'informe différemment, à l'époque où tout allait si vite. L'information mainstream, je vous le rappelle, était diffusée notamment à la télé, sur des chaînes publiques favorisées par des courts formats pour faire le buzz, ou alors dans des médias détenus de manière concentrée par quelques privilégiés. Nous avons alors mis en place des ateliers de sensibilisation dans les écoles, les entreprises et les collectivités pour mettre en pratique et ancrer l'esprit critique. Pour relayer les bonnes pratiques et les initiatives, j'ai notamment pu utiliser ce podcast et interviewer de nouvelles personnes ou créer une page Instagram. Une fois une partie de la société civile sensibilisée et les bonnes pratiques mises en valeur, nous avons réussi à embarquer une jeune députée. Celle-ci nous a donné les moyens de faire bouger les lignes, avec en 2028 la création d'un comité pour une information sûre, le CIS que vous connaissez forcément, similaire au CSA, qui avait une mission non seulement de conseil journalistique, mais aussi de sanctionnement des délits. En 2029, une loi antitrust pour réduire la concentration des organes de presse dans les mains de quelques-uns. Vincent Bolloré en a fait un infarctus. Et en 2030, surtout, une loi pour favoriser les fondations actionnaires. Parce que oui, réprimer ne sert à rien. Avec cette création de loi, la nouvelle formule des fondations actionnaires a été largement plébiscitée par les grands médias, Le Monde, mais aussi les petits comme Blast. Les journalistes sont devenus collectivement responsables de leur ligne éditoriale. C'était un vrai renouveau, un vrai nouveau souffle dans la diffusion des bonnes pratiques journalistiques. À l'horizon 2030, au début de cette décennie si prometteuse, nous avons commencé à récolter le fruit de nos premiers efforts. L'éloge de la lenteur était devenu le nouveau leitmotiv de nombreuses rédactions et médias indépendants et co-gérés par les journalistes. Les formats longs ont pris le pas sur la faste actualité si consommée dans les années 2020, qui paraissent bien loin. Du côté des citoyens, les auditeurs et le public d'habitude si passif devenaient de plus en plus contributeurs. Avec une méthode plus que rigoureuse au fait des pièges des fake news, nombreuses et nombreux étaient celles et ceux qui prenaient part à l'effort collectif de faire l'information. Le podcast du lycée, le journal du collectif local relayé sur les réseaux sociaux, respectaient de plus en plus les codes et les bonnes valeurs partagées. En 2035, les choses ont donc bien évolué quant à la diffusion de l'information. Aujourd'hui, la population a à sa disposition une information de qualité, sourcée et vérifiée, indépendante des intérêts de quelques-uns. Les supports sont plus que jamais diversifiés, mais la société a pris la mesure de la nécessité de canaliser le flux d'informations et la véracité de ce qui est diffusé pour vaincre le catastrophisme, les fake news et orienter la société sur de nouveaux désirables. Ce pourquoi je pense que cette phrase m'a beaucoup plu, c'est parce qu'en fait, elle montre effectivement la place que, enfin, tu t'en as parlé, des récits dans notre société, ce besoin qu'on a de se raconter des histoires. Et moi, ce que je trouve un peu fou, c'est qu'on en soit venu à penser, alors c'est une citation qui ne vient pas de moi, c'était une citation de Mark Fisher, qui disait il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Et oui. Et c'est vrai que c'est un peu fou. On n'a que des récits catastrophiques, on n'a rien qui nous motive, en fait, qui nous dit que, bah oui, peut-être qu'on peut voir quelque chose de différent. Je Ouais, trouve que ça fait ouais, du bien d'arriver là-dessus et de voir, en fait, oui, on peut penser différemment. ouais, ouais, absolument. Et quand même, la majorité des ateliers ou des conférences qui sont faites autour du réchauffement climatique ou des autres enjeux, souvent présentent, et même au niveau politique, au niveau des médias, la transition écologique, c'est souvent présenté comme quelque chose de punitif. Ah, il va falloir arrêter de prendre l'avion. Ah non, mais moi j'aime trop voyager. Ah, il va falloir arrêter de manger ce que tu as envie de manger. Il va falloir arrêter de prendre ta voiture. Et donc, en fait, c'est beaucoup il faut décarboner nos vies, il faut arrêter de faire ce on a eu l'habitude de faire. Et donc, en fait, on imagine une perte de confort, on imagine une perte d'avantages. Et donc, ça donne pas envie, quoi, du tout. Et déjà, donc, si on veut embarquer les gens, il faut présenter les choses de manière positive. Et donc, cette fresque, elle présente vraiment les choses de manière positive. Mais surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que la transition, si on peut encore parler de transition, c'est un changement de mode de vie complet, quoi.
C'est-à-dire que le monde de demain, il n'aura rien à voir avec le monde d'aujourd'hui, si on imagine que la transition a eu lieu. Et du coup, à quoi ça va ressembler? C'est très difficile de s'imaginer à quoi on va ressembler si tu imagines. Parce que souvent les gens disent, ouais, ça va être comme le confinement, c'est comme le Covid, quoi. En fait, on va tous être enfermés chez nous à se morfondre. Ben non! Mais en fait, comment tu fais pour imaginer à quoi ça pourrait ressembler? C'est ce qu'on dit dans la fresque, on a tendance à ne plus utiliser notre capacité d'imagination. Quand on est adulte, voilà, on se dit, ah, ça va être terrible, on va vivre comme des Amish, mon Dieu, quelle horreur. Alors qu'on pourrait s'imaginer les choses de manière positive, d'autant plus que, c'est ce qu'on dit aussi dans la fresque, c'est pas le fait de consommer et d'acheter qui rend heureux, quoi. Bon, mais ça, je pense que, bon. Faut faire la fresque pour découvrir Oui, qu'est-ce qui rend vraiment heureux. c'est ça. Oui, parce que tout à l'heure, justement, tu parlais de verrous et de clés, justement, pour les déverrouiller. Est-ce que tu pourrais donner un exemple, peut-être qui te marque le plus dans la fraise, celle que tu as l'impression qui, au quotidien, t'accompagne le plus? Écoute, je pense que je peux parler du premier parce que j'essaie de me renseigner, de me former plus sur les compétences psychosociales. Et donc, bah, un des premiers verrous dont on parle, c'est le problème de la compétition et à quel point la compétition est omniprésente dans nos sociétés, à l'école. Enfin, il suffit de voir, quel que soit le niveau à l'école. Moi, j'ai deux enfants. Enfin, voilà, la compétition est omniprésente. C'est dans les entreprises. Enfin, c'est partout. Or, on apprend dans la fresque que ce qui permet de survivre en réalité dans un environnement contraint, eh ben, c'est la coopération en fait. C'est pas du tout la compétition. Et la coopération, elle n'est pas suffisamment valorisée, elle n'est pas suffisamment mise en avant. Et ça fait partie, la coopération, des compétences psychosociales du 21e siècle. C'est-à-dire que demain, si t'es pas capable de coopérer, tu as quand même très peu de chances de réussir à t'adapter à un environnement qui va devenir de plus en plus hostile, parce que malgré tout, c'est ce qui va se passer. Donc, voilà. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui est assez intéressant. Ouais. Oui, c'est vrai que moi, à chaque fois que je repense à mes années scolaires, j'ai vraiment cette sensation-là qu'en fait, tout est compétition, on te note pour savoir qui sont les meilleurs, du coup, on te pousse à être le meilleur, mais du coup, au détriment de bah, plein de choses, enfin, ta santé mentale, ton environnement, bah, c'est un peu, je trouve ça un peu fou. Euh, Mais oui, oui, tu vois, juste une anecdote, mais j'ai mon fils qui est rentré du lycée, qui a eu une note en ping-pong, tu vois, en sport, dont il n'était pas content. Et en fait, la façon dont elle les a notés, elle a regardé, euh, elle les a vraiment classés, tu vois, elle leur a donné des niveaux, elle a mis des groupes, etc. Et je me dis, mais le sport, pourquoi est-ce qu'on ne noterait pas plutôt sur la coopération dans le sport, tu vois, sur la capacité à aider les autres, à créer du lien, à faire en sorte que l'activité se passe bien, que tout le monde soit inclus, que ceux qui ont des difficultés, plutôt que de dire, je te mets une note par rapport à si tu as le nombre de balles que tu as mis au... Enfin, je sais pas, ça m'a paru tellement loin de ce qu'il faudrait qu'on enseigne aux jeunes, quoi. Vraiment, je trouve ça fou. Ouais, ouais. Enfin bon. j'ai l'impression que plus on pense à ces sujets-là et plus on a des idées pour tout, enfin, on a envie de tout changer, de tout. Ouais, ouais. J'allais dire révolutionner, mais c'est pas le bon terme. On a juste envie de, ouais, que ce soit mis en place différemment parce qu'on a l'impression que plus rien n'a de sens, quoi. Tout est Un peu, c'est hors vrai, c'est sol. vrai. Ouais. Après, ce qui me rassure un petit peu, et ce dont on parle pendant la fresque, bon, à des échelles plus locales, mais c'est quand même des choses qui sont mises en place. Il y a des espaces, il y a des tiers-lieux, il y a des collectifs qui mettre ça en place. Et en fait, on n'a pas besoin non plus de tout réinventer. On a déjà un peu ce dont on a besoin et il faudrait juste réussir à le faire à plus grande échelle ou en tout cas le diffuser pour que ça ait un plus d'impact. Et ça, ça Oui, tout à me, fait. Tout à ça me fait. rassure. Tu parlais de ton tiers-lieu. Est-ce que déjà tu avais l'impression que c'était un lieu un peu différent, c'était fait différemment ou est-ce que tu as vu d'autres endroits ou lieux qui t'inspiraient ou qui te donnaient envie de te dire, ah bah, j'aimerais beaucoup que ça se soit développé ailleurs Bah oui, enfin, il y a plein d'initiatives, hein. Je pense que moi, j'en ai vu très, très peu par rapport à tout ce qui existe, bien sûr. Déjà, les tiers-lieux, ça s'est énormément développé, ça a quand même été soutenu. Et puis, ça peut être un tiers-lieu. Moi, celui où j'étais, il était quand même assez grand. Il y avait un espace de coworking, une antenne de la ruche, tu vois, avec des entrepreneurs à impact, une grosse activité. Mais en fait, dans ma commune de 3500 habitants, maintenant, on a un micro tiers-lieu qui a été ouvert dans l'ancienne crèche de la ville. Donc, en fait, les tiers-lieux, ça peut être petit, grand. Tout ce qu'il faut, c'est se dire, on crée du collectif, on met les gens ensemble. Il y a beaucoup quand même d'investissements bénévoles, hein, dans tous ces projets-là.
Il y en a qui arrivent quand même à salarier des personnes, mais il y avait 7 salariés dans le tiers-lieu où j'étais, donc ce qui est quand même pas mal. Mais le but, c'est de se dire, on fait vivre un territoire en créant du collectif. Et donc, ça fonctionne super bien. Et après, ce que j'ai découvert récemment, c'est le campus de la transition, qui est une très belle initiative aussi. En fait, il y en a plein. Il y a l'école des Amanins, où je suis jamais allée, mais dont j'ai entendu parler aussi, voilà, qui travaille justement sur développer les compétences psychosociales des enfants et enseigner d'une autre manière. Enfin, il y a énormément d'initiatives et je suis assez d'accord avec toi sur le fait que ce qui manque aujourd'hui, c'est de créer du lien en fait entre toutes ces initiatives. Parce que pour préparer une transformation de société, il faut à un moment donné qu'il y ait des initiatives qui sont peut-être petites, mais qui existent déjà pour que le jour où ça bascule, on sache déjà vers quoi est-ce qu'on peut aller. Donc il faut absolument soutenir ce genre d'alternative à tous les niveaux. Ça commencera au niveau local, bien sûr, mais à tous les niveaux, il faut les soutenir. Ouais, tout à fait. Oui, ça, parce qu'on peut pas dire. On veut que ça change sans effectivement savoir comment ça sera derrière, quoi. Ouais, C'est il faut surtout. tester, absolument. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Et il y a plein, plein, plein d'initiatives, en fait. Comme tu dis, tout est déjà là. Ce qu'il faut, c'est soutenir ces initiatives-là. Il y a un autre atelier, d'ailleurs, qui fait ça bien aussi. C'est l'atelier 2030 Glorieuse, Ouais. Voyage en 2030 Glorieuse, qui parle de toutes ces initiatives déjà existantes et qui propose aux participants de dire, bon, bah, moi, à quoi j'aimerais contribuer, qu'est-ce que je pourrais faire. Et c'est le genre d'atelier qui peut être utilisé aussi, là, en ce moment pré-municipal, en fait, tu vois, pour accompagner des listes de citoyens qui se disent, bah, pourquoi est-ce qu'on se proposerait pas, on créerait pas une liste pour essayer de créer des projets en local, ou alors pour imaginer des choses à apporter aux candidats, quoi, de se dire, mais de quoi notre territoire a besoin? En fait, tous ces outils, ça sert aussi à ça, à créer des alternatives locales. Tu as commencé un petit peu à l'aborder et par rapport à la place du collectif comparé à l'action individuelle. Est-ce que l'action collective prime ou en tout cas est plus importante que l'action individuelle ou est-ce que c'est un peu un mix des deux qui fait que on va plus loin ou peut-être plus longtemps? Bah, oui, si tu veux, évidemment, les deux sont importants. Mais à un moment donné, on a absolument besoin de collectifs pour que ça bascule. Des groupes d'individus, des petits groupes d'individus qui s'organisent, qui se mettent ensemble. Et puis, petit à petit, tu arrives à greffer d'autres. Et puis, lorsque tu es suffisamment nombreux, bah, tu atteins le point de bascule social et t'embarques, entre guillemets, la majorité silencieuse, comme on dit, qui suit. L'action individuelle, le problème un peu, c'est qu'elle a tendance quelquefois à un peu culpabiliser les gens, tu vois, de dire, ah, je fais pas ce qu'il faut, ah, c'est pas bien, etc. Et donc, à pas forcément être moteur de mise en action. Et personne se disent, mais à quoi ça sert à mon petit niveau, ce que je fais, c'est pas assez. Je pense que ça a quand même des limites. Et ce que j'ai l'impression, c'est que de plus en plus, on a tendance à vraiment expliquer à quel point ce qu'il faut, c'est faire partie d'une initiative collective. Que c'est vraiment comme ça qu'on arrivera à changer les choses. Agir dans son coin, tu vois, de se dire, OK, bon, bah, allez, je prends plus l'avion, je deviens végétarienne ou végétalienne, voilà. Ma voiture, je la touche le moins possible, et puis je sais pas, de faire des dons à des associations, etc. Mais je fais ça dans mon coin, entre guillemets, sans, tu vois, en parler, sans essayer d'emmener des gens avec moi, sans essayer de faire passer à l'échelle. Bah, je vais pas avoir beaucoup d'impact quand même. C'est ça, c'est bien, hein, je vais peut-être être plus en accord avec mes valeurs, je dormirai mieux la nuit, mais au final, c'est pas ça. Et si c'est plein de personnes qui font ça dans leur coin, ça suffit pas. Il faut participer à un moment donné au collectif, faut contribuer au collectif et faire en sorte que ça prenne de l'ampleur. Et je pense que c'est une prise de conscience quand même de beaucoup d'assauts, de se dire, il faut aller sur le collectif, en fait, quand tu arrives au moment de la mise en action et au moment de comment est-ce qu'on agit, sans enlever le fait que, bon, bah, un collectif, c'est des individus, hein, tous ensemble, tu vois, mais agir dans son coin, ça sert pas à grand-chose. Tout à l'heure, tu mentionnais qu'on voyait souvent l'écologie uniquement de manière punitive. Pourquoi, à ton avis, on a toujours l'impression que vivre différemment, on a quelque chose à perdre? À quel moment on pourrait se dire, on pourrait y gagner quelque chose? Effectivement, il peut y avoir une décroissance de production-consommation, mais il peut y avoir une croissance abondante de tout un tas d'autres choses, de nouveaux récits, de coopération. Moi, je pense que c'est lié aux histoires qu'on se raconte, aux récits Ok. actuels, en fait. Il suffit de demander à des jeunes de quoi ils rêvent. En fait, les normes sociales dans lesquelles on vit aujourd'hui, on construit ça. Notre société, elle est construite comme ça. Et donc, c'est pas facile de s'extraire de ça. C'est très compliqué. Tant que tu verras ça à la télé, tant que tu entendras ça dans les médias, tant que tu verras autour de toi des gens qui
ont réussi parce qu'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils voyagent loin, tant que ce sera ce que les influenceurs véhiculent sur les réseaux sociaux, tant qu'on vivra en fait là-dedans, on imaginera que c'est une perte de confort de vivre autrement, forcément, forcément. Et moi, je suis engagée sur un autre sujet, bon, qui est un peu différent, mais sur, tu vois, la place des animaux dans nos sociétés. Ça, c'est un autre sujet de cœur. Bon, bah, aujourd'hui, notre société, elle a décidé de mettre les animaux à un certain endroit. Et tant qu'on restera sur cette façon-là de considérer les animaux, on n'arrivera pas à sortir de ça. Donc, en fait, c'est vraiment la façon dont la société est organisée. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est les enjeux économiques qui sont derrière. C'est-à-dire que plutôt que de montrer du doigt, tu vois, les individus et de dire, ah, c'est pas bien, t'as pris l'avion, ah, c'est pas bien, t'as fait ci, t'as fait ça. En fait, la société, elle est organisée pour nous faire agir d'une certaine manière parce que ça rapporte de l'argent à certaines entreprises ou certaines personnes. Et donc ça, je pense qu'il faut aussi en avoir conscience parce que va pas falloir que déconstruire les imaginaires, il va falloir aussi imaginer comment est-ce qu'on sort du capitalisme, de D'accord. ces enjeux-là, en fait. Mm. Et ça, Mais c'est pas simple. C'est pour ça que moi, je sais que j'ai envie de soutenir, tu vois, tout ce qui est lobbying, tout ce qui est initiative d'associations qui se battent pour essayer de faire changer les réglementations au niveau de l'Europe. En fait, il faut aussi agir à ce niveau-là, forcément. d'un côté, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vraiment, enfin, c'est aussi la raison de ce podcast. Mais on a toujours vécu comme ça. On travaille, on gagne de l'argent, on achète. Que du coup, ça veut dire qu'on va pas plus loin, qu'on n'envisage pas autre chose. Qu'on peut envisager une société sans argent. Écoute, alors je sais pas si on peut imaginer une société sans argent. Je suppose que oui. Je pense que on pourrait imaginer comment est-ce qu'on pourrait organiser ça. Alors, j'ai pas de réponse, tu vois, hyper concrète et précise à te donner. Mais par contre, ce que je sais, c'est que je trouve très nourrissant dans ces cas-là, tu vois, c'est de lire des récits futuristes, utopistes, de comment on pourrait faire autrement. Et ça, il y en a quand même pas mal qui existent. Parce que pour sortir de, on a toujours fait comme ça, parce que ça, en fait, on le dit pour tout. On a toujours fait comme ça, on a toujours mangé les animaux, on a toujours travaillé pour vivre. On a les personnes qui défendent un peu la tradition, tu vois, et ben, c'est assez dangereux et ça se rapproche quand même de pensées pas très progressistes, on va dire. Et ce qu'on dit aussi quand on essaye justement d'ouvrir un peu l'imaginaire, les possibles, de dire que il y a des époques dans la société où on n'imaginait pas que les femmes pouvaient voter, tu vois. Il y a enfin, je veux dire, et c'était même inconcevable à l'époque. Jamais c'était pas possible, quoi. Ou alors que les personnes, voilà, enfin, quand il y avait l'esclavage, quand il y avait, en fait, c'était juste, c'était tellement ancré dans la société que jamais on pensait qu'on en sortirait. Et donc, à un moment donné, on en est quand même sorti. Toutes les avancées sociales qu'il y a pu avoir sont liées à des groupes d'utopistes, entre guillemets, de personnes qui ont pensé en avant de leur temps et qui ont cru qu'à un moment donné, ce qui paraissait impossible, bah, pouvait être différent. Et donc, aujourd'hui, ça nous paraît impossible de vivre sans argent, ça nous paraît impossible de vivre autrement que dans des logements, tu vois, individuels. Ça nous paraît impossible parce on a ces histoires qu'on se raconte qui sont faites comme ça, ces normes sociales. Mais en fait, on pourrait faire autrement. Enfin, je veux dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est juste que, ben, il faut un petit peu, c'est pour ça que ces ateliers-là aussi, la phase de nouveaux récits de Trente Glorieuses, elles essayent un peu d'équiper les personnes qui ont envie de faire autrement pour se dire, bon, bah, et si? C'est comme Rob Hopkins, tu vois. Et si on faisait autre, et si il n'y avait pas d'argent? Voilà. Et si la démocratie, c'était pas juste d'élire un président, voilà, et de après avoir plus aucun pouvoir sur ce qui va se passer. Et si, il y en a plein des si, C'est et vrai. on en a besoin. Ouais. Et justement, en parlant de futur, à quoi, toi, le monde de demain, pour toi, il ressemblerait si justement tout était possible, s'il n'y avait pas de limite? Ben, je pense que ça rejoint en partie, tu sais, un monde où il y a beaucoup moins de machines, beaucoup moins de techniques et beaucoup plus de liens sociaux. Et ça, c'est sûr, un monde beaucoup moins individualiste. Et puis moi, dans le monde auquel j'aspire, ben justement, en fait, tous les
tous les animaux sentients en fait cohabitent et donc du coup on n'a pas d'un côté les animaux humains et de l'autre côté tous les autres animaux et donc du coup on est sorti totalement de l'exploitation à la fois des animaux mais aussi de l'exploitation des humains pour exploiter les animaux, hein. Donc tout ça c'est lié. Donc c'est un monde qui est plus inclusif de toutes les espèces et puis où voilà on a beaucoup un livre aussi où on a plus de temps, tu vois, pour faire où on a mieux organisé nos vies. J'ai lu il y a pas longtemps Paresse pour tous, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, justement, voilà, c'est une course à la présidentielle avec un programme. On dit, bah, on va bosser que 15 heures par semaine parce que comme ça, au moins, tout le monde aura du travail. Et puis surtout, on va libérer du temps pour faire des choses qui nous font du bien, pour contribuer à des associations, parce que finalement, si on n'avait pas, et ça rejoint un peu notre discussion du début, du revenu induit par les besoins, c'est-à-dire si ton objectif, c'est pas de dire je veux gagner beaucoup, beaucoup d'argent ou je veux gagner tant d'argent, etc. Si ton objectif, c'est de dire, bon, bah, j'ai juste besoin de ça et donc je vais pouvoir libérer plein de temps pour faire plein d'autres choses, contribuer des choses qui me parlent, mais aussi faire des activités, passer du temps avec les gens que j'aime, en fait, bah, la vie, elle serait complètement différente. Et aujourd'hui, la façon dont nos vies sont organisées, c'est juste, enfin, pour beaucoup de gens encore aujourd'hui, c'est juste de travailler, 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 et puis après d'avoir un break à un moment donné dans l'année pour souffler, sortir de ça, et puis hop, ça, après, c'est reparti. Pour ceux qui ont de la chance de pouvoir faire des breaks, il y en a qui n'ont même pas cette chance-là. Donc, tu vois, tu te dis. Et d'ailleurs, on voit bien que notre société, elle crée énormément de malheur et de tristesse pour plein de gens. Donc, c'est pas la bonne société aussi pour ça. Pour rebondir sur le livre, c'est dit dans ce livre, mais pas que, c'est ailleurs aussi, c'est la réduction du temps de travail n'a pas été proportionnelle à l'augmentation de notre productivité. On pourrait tous être gagnants, ça permettrait aussi moins de chômage au final. Tout le monde aurait l'impression de contribuer à la société et en même temps aurait du temps pour à côté faire d'autres trucs plus bénévoles peut-être. Ouais, absolument. Absolument. Et puis avoir un meilleur partage. On a aussi un gros problème de partage de la richesse dans la façon dont nos sociétés sont organisées, nos économies. Il y a pas mal de projets aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu as des entreprises, des associations qui ont déjà mis en place le fait, par exemple, qu'il y a l'écart de salaire, ça va que de 1 à 4 dans l'entreprise. C'est-à-dire que le DG, il gagne pas plus que 4 fois le salaire de la personne qui a le plus petit salaire dans l'entreprise. Il y a plein d'idées de choses qu'on peut mettre en place et qui sont déjà testées et expérimentées. Donc, c'est pas ça qui manque. Oui, on a plus d'imagination qu'on ne le pense. Mais oui. Et par rapport au futur, c'est quoi toi ton rapport à l'espoir? Est-ce qu'il faut être hyper pragmatique ou au contraire un peu rêver et espérer? Ouais, moi, je suis assez pragmatique sur tout ça. C'est-à-dire que je suis quand même dans l'optimisme actif, hein, dont on parle dans la phrase de nouveau récit, parce que si j'avais pas d'optimisme, je pense que je ferais rien. Je reste quand même assez, ouais, inquiète de voir certaines choses se passer. Quelquefois, j'interviens et je ressors en me disant, oh là là, ça va être dur, ça va être dur. Donc, évidemment, hein, bah, je suis pas non plus pleine d'espoir tous les jours. On a des hauts et des bas et je pense que c'est le cas de toutes ces personnes qui agissent, voilà, et qui des fois se disent, mince, quand même, ça risque d'être compliqué. Et puis bon, il y a des jours où ça va mieux, où on se dit, bah, juste parce qu'effectivement, on a assisté à une présentation super, on a découvert une initiative incroyable, et puis ça redonne vraiment de l'espoir de se dire, mais en fait, on est capable du meilleur, comme de quelquefois. Voilà. Ouais. Oui, c'est vrai que Ouais. parfois on peut avoir un peu ce sentiment d'impuissance, c'est-à-dire que enfin, c'est un peu vain et que ce qu'on fait, ça sert à rien. C'est des hauts et des bas, on peut jamais vraiment savoir comment on va se réveiller le lendemain matin. Mais généralement, c'est passager, je trouve. Oui, et puis je pense que c'est aussi une histoire de conviction, c'est-à-dire que des fois on se dit, oh là là, mais est-ce que vraiment ça va changer quelque chose et tout? Mais quand tu as des convictions très fortes et que moi aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je fais pour être alignée avec, pour sortir de la dissonance cognitive en fait et de me dire, bon, peut-être que ça va pas avoir beaucoup d'impact, mais c'est super important que je le fasse pour moi parce que j'y crois. Et je pense que ça, c'est un moteur à l'action qui est énorme de se dire, j'agis en fonction de mes valeurs. Tu vois, sinon, si tu le fais pas, en fait, t'es trop mal. Tu te sens vraiment pas bien. Et donc, je pense que ça, c'est un bon remède à se dire, à se sentir impuissant. Oui, mais en fait, c'est ça, quoi. C'est ce en quoi je crois. Et donc, c'est comme ça que je vais agir. Enfin, moi, je sais que ça me porte beaucoup.
Est-ce que tu aurais un conseil pour celles et ceux qui voudraient justement actionner le changement, soit professionnel, soit dans leur vie, soit parce que dissonance cognitive, enfin, voilà, juste actionner un changement. Bah, écoute, je pense que souvent, enfin, de tout ce que j'ai vu, les reconversions professionnelles, les bifurcations, c'est quand même souvent lié à un déclic, de devenir parent, avoir un, je sais pas, un accident super grave ou qui fait que tu passes pas loin voilà, de peut-être, tu vois, avoir des conséquences réelles pour ta vie. Et donc, du coup, bah, hop, ça te fait prendre conscience. Donc, souvent, c'est ça. Mais je dirais que l'autre façon d'engager un changement, bah, c'est de se renseigner. Donc, ça peut être de faire un atelier, d'écouter un podcast. Moi, je trouve que les podcasts, je trouve ça génial, les podcasts. C'est ce que je te disais avant qu'on enregistre. Je trouve que c'est un super format pour découvrir plein de choses. Donc c'est vraiment super. Écouter un podcast et se rapprocher d'initiatives locales. Je pense que là, on est en pleine période en ce moment où justement il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau local pour essayer de faire bouger les choses. Donc, c'est se rapprocher de son asso local dans sa ville qui se préoccupe de ces sujets-là et rencontrer des gens engagés qui, du coup vont te porter Mhm. euh, pour, pour, euh, pour faire quelque chose. C'est pas un truc qu'on va faire seul dans son coin, en tout cas, ça c'est sûr. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que tu fais parce que tu es entouré de personnes qui te portent et qui te donnent envie. Tu as des recommandations dans un podcast en particulier qui te plaît? Ou Oui, plusieurs, hein. alors bah, C'est- c'est pas forcément soit celui un que j'aime beaucoup, mais qui est pas forcément lié à l'écologie, c'est comme un poisson dans l'eau Ok. de Victor Durand-Lepeuch, mais là c'est pour parler justement de spécisme et de comprendre comment la société, ce que c'est que le spécisme, l'antispécisme. Tu as le Green Letter Club qui est pas mal, je pense, au niveau écologie. Celui-ci, il permet de découvrir pas mal de sujets. Et puis après, zut, je vais pas me souvenir, mais j'ai une amie que j'ai rencontrée justement dans le tiers-lieu qui fait beaucoup de choses sur l'écologie russe, c'est Laetitia Blondel, comme un coin de paradis. Voilà, elle a créé des accompagnements autour de l'écologie et je sais qu'elle a créé un podcast, mais je crois que c'est les éco-enthousiastes. Je me souviens plus très bien du titre, où elle, justement, elle interviewe des personnes. Et sinon, tu as aussi 2030 Glorieuses. Mm. Julien Vidal, il a fait un podcast où il interviewe des gens qui font des métiers où tu ne sais même pas que ça existe en fait. Mais tu sais, c'est des métiers qui préfigurent justement du monde de demain. Et ça, c'est super intéressant de se dire quoi, mais ça existe ce métier-là? Bah oui, parce que demain, c'est le genre de choses qu'on aura besoin de faire. Et en fait, les métiers de demain, on sait qu'ils n'ont rien à voir avec les métiers d'aujourd'hui. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont très, très intéressantes et nourrissantes, je pense. Un peu plus tôt, on parlait justement des récits futuristes. Tu dis que tu en avais plein en tête. Moi, je connaissais déjà effectivement Pares pour tous, que j'avais beaucoup aimé aussi. Est-ce que tu en aurais d'autres à recommander? Ce que je recommanderais, c'est de regarder du côté des éditions de La Terre Salée, de Sandrine Roudot et Yannick Roudot. Ils ont des ouvrages, en fait, dans leur collection, notamment des choses qu'ils ont écrites, qui sont très bien. Et puis Jean-Pierre Gou aussi, avec Siècle Bleu, ça fait partie des choses aussi que je conseillerais. Moi, j'ai lu aussi un qui s'appelle, j'espère que c'est le bon titre, Voyage en Misarchie, qui Mhm. avait été recommandé par Timothée Paris, que j'avais été à une conférence. C'est assez étonnant, mais c'est pas mal du tout, parce que là, pour le coup, tu entrevois une façon de vivre totalement différente. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de découvrir quelqu'un qui a imaginé, mais il a imaginé vraiment tout, quoi. Donc, une société organisée complètement différemment. Et donc, c'est assez intéressant parce que ça te donne du grain à moudre, quoi. Tu dis, ah oui, ok, mais on pourrait peut-être faire comme ça. Et ouais, mais en fait, ça pourrait peut-être marcher. Et voilà, c'est super, hein. Vraiment, c'est super intéressant. Enfin, moi, je trouve que c'est très nourrissant, tous ces récits. Mais je me réjouis déjà d'aller faire ma petite recherche après pour aller regarder un peu plus. Merci beaucoup Fabienne pour cet échange. Mais de rien, avec grand plaisir, Oriane. Et en tout cas, bon week-end à toi et Ouais, j'espère à très merci. bientôt. À bientôt, Oriane. Bonne journée. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère que cet échange vous a plu et qu'il vous a nourri de l'intérieur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire. Et si vous souhaitez partager votre témoignage sur ce podcast, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations sont dans la description. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Chemin Vert.